Du plus diabolique des Américains inconnus, au vrai petit chaperon rouge dévoré par des loups-garous, jusqu'au maniaque à l'origine d'un film d'horreur. Voici les tueurs en série les plus fous de chaque époque. Les pires crimes en série du Moyen-Âge sont attribués à Pierre Nier, bandit actif dans la campagne allemande des années 1560 à 1580. Avec ses hors-la-loi violents, il décapitait et mutilait ses victimes, pensant acquérir des pouvoirs surnaturels en mangeant leur cœur. Lorsque les autorités l'ont finalement capturé, Niers a avoué 75 meurtres, puis, selon la légende, il se serait mystérieusement échappé. Il aurait rencontré le diable à Falsberg et obtenu des pouvoirs comme l'invisibilité et la transformation en chèvre ou soldat. Sa chute eut lieu en 1581, après avoir oublié un sac avec des restes humains, après la chasse. Peu après, il fut vu dans un bain public, et un groupe força la porte de sa chambre d'auberge, découvrant le contenu macabre. Ils ne perdirent pas de temps. Les autorités l'ont traîné à l'intérieur, ont pressé sa peau contre des braises brûlantes, l'ont aspergé d'huile bouillante, et Niers a avoué assez rapidement. À cette époque, la pire forme d'exécution était d'être brisé sur la roue, en commençant par les pieds et en terminant par la tête, et c'est ce qui est arrivé à Nier. Le bourreau l'a frappé 42 fois, brisant de nombreux os. Son cœur battait encore, et ses yeux étaient grands ouverts lorsqu'ils l'ont écartelé. On estime que Nier a tué 544 personnes. C'était un bandit de grand chemin sorti de l'enfer, mais le pire restait à venir. Au Moyen-Âge, on inventait souvent des histoires de démons et monstres pour dissimuler la dure réalité. Les cannibales étaient souvent de simples affamés, et les loups-garous de vrais tueurs en série et leurs victimes. De vrais petits chaperons rouges étaient attaqués dans les bois. Ce qui nous amène à Jean Grenier, l'enfant le plus terrifiant de l'histoire connue, et une figure centrale de l'épidémie de lycanthropie en Europe. Né près de Bordeaux, au début du XVIIe siècle, ses parents disaient qu'il était possédé. Il a quitté la maison à 13 ans, et, à partir de là, il a erré dans la vie, gardant et s'occupant des moutons. Des jeunes femmes l'ont décrit comme maigre, sale, avec des cheveux jaunes emmêlés et des yeux gris pâles à l'expression sauvage. Ses longues canines dépassaient de sa lèvre, et ses ongles ressemblaient à des serres d'oiseaux. Il leur a dit que chaque lundi, vendredi et dimanche au crépuscule, il devenait un loup-garou et tuait des chiens. Il ajouta « Mais les filles ont meilleur goût, et leur chair est tendre et douce, leur sang riche et chaud. » Peu après, l'une des filles a été attaquée par le garçon loup. Jean a été arrêté et a avoué vouloir la tuer et la manger. Il a avoué pire. Il attrapait et mangeait de jeunes victimes, tendait des pièges à des bergères et a été surpris à agresser une innocente. Les autorités, choquées, ont confirmé les faits. Cela faisait-il de lui un vrai loup-garou ? Le tribunal en était convaincu. Selon les lois sur la sorcellerie, cela équivalait à un pacte avec le diable, puni de mort. En 1603, il a été condamné à la pendaison puis brûlé. Aujourd'hui, on sait que les loups-garous n'existent pas. Qu'est-il vraiment arrivé à Jean Grenier, sans doute le plus jeune tueur en série ? Lors de l'appel de sa condamnation à mort, il a été révélé qu'une victime avait été tuée brutalement, mais la thèse de l'attaque animale a été rejetée. Les vêtements de la femme assassinée avaient été retirés proprement, sans aucune déchirure, donc pas très Lupin. Le tribunal a finalement statué qu'il était un imbécile, mal nourri, abandonné, déficient mental, mais que sa nature était, je cite, corrompue par un esprit maléfique. Sa peine a été commuée, et il a fini ses jours dans un monastère. À l'époque, les autorités évitaient d'aborder la pauvreté paysanne. Les monstres étaient donc un leurre commode, ce qui nous amène aux vampires. 1700. En 1725, les vampires n'étaient pas des mythes, et Pitar Blavovitch en était la preuve. Paysan serbe pauvre, Petard est mort jeune. C'est alors que les choses étranges ont commencé. 9 villageois sont morts de maladie en moins de 24 heures. Rien d'inhabituel, sauf que chacun affirmait sur son lit de mort avoir été visité par Blajovitch. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Européens de l'époque pratiquaient des enterrements de vampires. Quand le corps était cloué dans un cercueil, il ne pouvait donc pas revenir à la vie ni tuer les habitants. Les villageois ont alors vérifié sa tombe pour détecter des signes de vampirisme. Ongles longs, plus de cheveux, aucun signe évident de décomposition. Les autorités sont arrivées et ont invité tout le village à assister, mais beaucoup ont refusé, avertissant que la même chose s'était produite en Turquie et que le vampire avait alors tué tout le monde. À l'ouverture du cercueil, le corps de Pétard était bien conservé, avec de beaux cheveux et de longs ongles. Le rapport précisait que les personnes, terrifiées, ont pourtant eu le courage de lui planter un pieu dans le cœur. L'affaire a rapidement fait la une, et bientôt l'Allemagne, la France et l'Angleterre discutèrent des vampires d'Europe de l'Est. Les vampires n'existent pas. Alors pourquoi tous les mourants affirmaient-ils avoir vu le même homme décédé ? On a émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir de délire, comme une folie collective qui tuait des personnes déjà affaiblies par une maladie non diagnostiquée ou la malnutrition. Après Blajovitch,
Une épidémie de vampires a frappé l'Europe de l'Est. Des corps exhumés présentaient des signes de vampirisme. C'était une époque étrange, sûrement une folie collective. Sinon, les vampires existent vraiment. Passons maintenant au Royaume-Uni et au Londres victorien. 1800. Le 19e siècle était une période de grande richesse. Tandis que les riches s'enrichissaient grâce à l'industrie, une grande pauvreté et des maladies sévissaient dans les taudis. Dans cette époque victorienne, Jack l'Éventreur, élégamment vêtu, a terrorisé Whitechapel. Des corps de femmes apparurent dans les rues sales, assassinés avec une précision évoquant une connaissance de l'anatomie humaine. Ces crimes, appelés meurtres de Whitechapel, avaient 5 cas avec la même signature et mode opératoire. Les femmes étaient retrouvées dans un état terrible, lacérées, les intestins exposés, des organes retirés. Plusieurs noms ont circulé, mais l'identité de Jack l'Éventreur demeure un mystère. Certains accusés étaient américains, un pays ayant aussi ses propres éventreurs. 3 ans avant que Jack l'Éventreur ne fasse la une des journaux à Londres, il y avait sans doute un tueur en série bien pire à Austin, au Texas, qu'on appelait l'annihilateur des servantes. Le 26 décembre 1885, le New York Times annonça une série de crimes violents. 7 domestiques avaient été violemment attaqués, et 6 autres agressés dans leur chambre. Le tueur s'introduisait la nuit armé d'une hache. La police d'Austin a interrogé 400 suspects sans obtenir d'aveu. Mais c'était clairement l'œuvre d'un fou. Il attaquait les femmes et les traînait dehors, les mutilant parfois. Certaines étaient arrangées d'une façon précise, un objet pointu planté dans leurs oreilles. Les meurtres ont d'abord terrorisé les habitants, puis ont cessé soudainement. On a supposé que le tueur était Nathan Elgin, un cuisinier afro-américain de 19 ans tué par la police lors d'une attaque contre une jeune fille. Mais certains diront plus tard que l'anéantisseur de Bonn a traversé l'océan et est devenu Jack l'Éventreur. Et bientôt, le monde allait entrer dans la période la plus sanglante de l'histoire, les années 1910. Au début du XXe siècle, les États-Unis comptaient de nombreux tueurs à la hache, dont probablement Henry Lee Moore. Ils frappaient à la porte d'une maison au milieu de la nuit, et quand quelqu'un ouvrait, ils commençaient à frapper à la hache et ne s'arrêtaient que lorsque tout le monde était mort. En septembre 1911, il a choisi une maison à Colorado Springs, utilisant une hache pour tuer un mari et sa femme, ainsi que leurs 4 enfants. Un mois plus tard, il a récidivé dans l'Illinois sur une famille de 3, puis massacré une famille de 5 à Ellsworth, Kansas. En 1912, à Villisca, Iowa, il a tué 6 membres d'une famille et 2 invités à la hache. Moore était le principal suspect, sans jamais être condamné. Ils l'ont soupçonné, après qu'il ait été arrêté pour avoir tué sa mère et sa grand-mère avec une hache. Mais ils n'ont pas pu l'inculper. Le tueur en série le plus fou des États-Unis dans les années 1930 venait sans doute de Cleveland. Kingsbury Run à Cleveland, devenu un bidonville durant la Grande Dépression, était une jungle de vagabonds. Remplie de tripots, de bordels et de vagabonds, c'était l'un des tristement célèbres Hooverville, un terrain de chasse idéal pour un tueur en série. Le tueur dépeçait ses victimes et dispersait leurs restes en ville. L'une des victimes est devenue une masse de chair humaine en décomposition, sa tête ayant été retrouvée par un pêcheur dans le lac. Puis vinrent 2 hommes, tous 2 retrouvés décapités dans la rue, leur corps complètement vidé de leur sang. En janvier, juin et juillet, 1936 d'autres corps ont été retrouvés, tous décapités, et pour les hommes, mutilés aux organes génitaux. En septembre, un homme sautant dans un train est tombé sur le haut d'un torse. La partie inférieure a été tirée d'une mare boueuse à proximité sous les yeux d'une foule de 600 personnes. Le meilleur enquêteur du pays a été chargé de l'affaire, Elliot Ness, l'homme qui a fait tomber Al Capone peu après, comme pour se moquer de Ness. 2 corps démembrés ont été déposés sous la fenêtre de son bureau. Parmi les suspects se trouvait Francis Edward Sweeney, issu d'une famille influente de Cleveland et cousin d'un membre du Congrès. Alcoolique violent, souffrant de stress post-traumatique et peut-être de lésions cérébrales dues à la Première Guerre mondiale, Sweeney avait servi comme infirmier, amputant les membres de soldats mutilés. Devenu médecin à moitié fou, il a subi 5 évaluations de compétences et avait accès à des scalpels en salle de médecine légale. Jamais inculpé. Après son internement en asile, les meurtres du torse ont cessé. Alors que le cauchemar de Cleveland se terminait discrètement en asile, le reste de l'Amérique commençait à peine. Dans les années 1940, Marcel Petiot, un médecin français, est devenu le tueur en série le plus dérangé de la Seconde Guerre mondiale. Marcel Petiot avait été gazé pendant la Première Guerre mondiale, puis réformé après une crise mentale. Il fut ensuite surpris, en train de voler des couvertures militaires et de la morphine, ce qui lui valut un séjour dans un hôpital psychiatrique. Ce n'était pas la première fois qu'il était qualifié de fou. Adolescent et petit délinquant, il avait déjà échappé à des accusations après qu'un médecin l'eût déclaré malade mental. Pourtant, il a quand même terminé ses études de médecine.
Sa vie semblait stable jusqu'à ce qu'il soit découvert à voler ses patients, pratiquer des avortements illégaux et consommer sa morphine. Après avoir déménagé à Paris, il est revenu à ses anciennes habitudes. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la France occupée voyait son médecin le plus louche exercer sous le régime nazi. Là-bas, il a accru sa dépravation en proposant aux résistants une fuite secrète vers l'Amérique du Sud, assurant avoir les bons contacts. Ils arrivaient chez lui avec tous leurs biens, pour se voir dire qu'ils auraient besoin de vaccins. Il injectait du cyanure, volait leurs biens, puis éliminait les corps. Les nazis, après avoir entendu des rumeurs et torturé un informateur, ont découvert que l'homme qu'ils cherchaient utilisait le nom du docteur Eugénie Petiot. Lors de la perquisition de son domicile parisien, la police a trouvé les restes de 10 personnes. Ils ont également trouvé 72 valises et plus de 640 kilos d'effets personnels, ce qui suggère de nombreuses autres victimes. Surnommé Docteur Satan, Petiot a été exécuté le 25 mai 1946. Et maintenant, nous entrons dans l'Amérique d'après-guerre, l'âge d'or des tueurs en série. Années 60 et 70, époque d'amour libre, de révolution culturelle et de tueurs en série. Jerry Brutos était un père de famille marié, sympathique, avec 2 enfants, qui avait installé un atelier de garage verrouillé et contrôlé par interphone. Dominé par une mère tyrannique et abandonné par son père, il a développé un fétichisme pour les talons hauts et la masturbation. Il a tenté de vivre normalement, armé, mariage, mais ses fantasmes sont restés. Sa femme acceptait qu'il fasse le ménage en talons et le prenait en photo, mais plus après la naissance de leur enfant. Après son refus, il a transformé son garage pour les séances photos. Il suspendait ses victimes féminines, leur parlait doucement, les étranglait, puis les habillait de tenues volées et les utilisait comme mannequins. Lorsque la décomposition compliquait les choses, il retirait des parties du corps pour en conserver de plus petites. 4 victimes sont confirmées, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Certaines se sont aussi échappées. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi, a-t-il dit aux enquêteurs. Ils ont confirmé posséder des photos de lui en talons, maquillé et en robe, posant près d'un corps suspendu. En prison, il demeurait silencieux, souvent seul avec ses catalogues de chaussures. Voici peut-être l'homme le plus maléfique dont vous n'avez jamais entendu parler. En août 1990, à l'université de Floride à Gainesville, tous les dortoirs étaient animés sauf une chambre. Le lendemain, 2 étudiantes ont été retrouvées mortes, l'une poignardée si violemment que le couteau a traversé son corps. Son corps avait été arrangé, ses cheveux coiffés, elle nettoyée et ses vêtements pliés à côté. À l'arrivée de la police, l'autre fille était à l'étage, également mise en scène, avec des blessures par arme blanche. L'arme était un couteau de combat d'une 30aine de centimètres, un kabar utilisé par le corps des Marines des États-Unis. Day, étudiant de 18 ans du même campus, a été agressé puis tué. Le meurtrier avait pénétré dans son appartement et attendu dans l'obscurité son retour, lorsque la police l'a trouvée. Elle était mise en scène, assise bien droite sur son lit, la tête manquante et les mains posées sur ses cuisses. Elle avait été éventrée. Même pour un policier chevronné, voir sa tête posée sur une étagère observant son corps était écœurant. 2 jours plus tard, Tracy Pauls, 23 ans, a demandé à son ami Manny Toboeta de dormir chez elle par peur. Cette nuit-là, le tueur s'est introduit dans son appartement, a maîtrisé Manny et lui a planté une longue lame. Tracy, tremblante, s'est enfermée dans la chambre pendant que le tueur laissait des traces de pas sanglantes sur le palier, défonçait sa porte et l'agressait. Une épreuve qui s'est terminée par de profondes blessures par arme blanche, infligées à son corps après sa mort. Comme pour les autres, il l'a traîné sur le sol et l'a positionné. Quiconque franchirait la porte de l'appartement serait bouleversé. Il verrait Tracy les regarder, son visage nettoyé, ses cheveux parfaitement coiffés. Les profileurs ont dit, peut-être, juste peut-être, que le tueur en avait fini. Tracy avait été nettoyée plus que les autres, et elle n'avait pas été mutilée. Le tueur, disait-il, avait peut-être trouvé une conscience quelque part dans cet esprit très tordu, mais il était encore plus tordu qu'il ne l'avait imaginé. 1 an plus tard, il tenait leur homme, Danny Rawlings, 39 ans, un ancien soldat décoré et séduisant, qui avait été arrêté après un braquage et une fusillade avec la police. C'était un héros, tueur né durant la guerre de Corée, devenu policier après sa retraite de l'armée. Mais sa vie avait été marquée par une extrême violence dès l'enfance. Ayant un jour vu son grand-père assassiner brutalement sa femme, sa mère avait déclaré à la police qu'il avait été maltraité depuis le jour de sa naissance. Rawlings a commis au total 8 meurtres, ainsi que des décennies de vol à main armée. C'était un homme qui avait autrefois pénétré par effraction dans une maison et tué un mari, une femme et leur fille, disposant les corps, les mutilant, nettoyant la scène et abusant des cadavres. Il avait lavé la femme au savon et mis ses vêtements en machine. Il avait dit que le diable était entré en lui après avoir vu L'Exorciste partie 3. Son esprit est alors devenu l'habitat de Gémeaux, une personnalité homicide démoniaque,
et 10 notes, son personnage de braqueur, tous se mêlant. Cela dépendait du jour, disait Rawlings. Danny, la personnalité avec laquelle il était né, était un type sympa, un chrétien fondamentaliste qui ferait n'importe quoi pour n'importe qui. C'était cette personne douce qui a rencontré un artiste dans le parc alors qu'il fuyait pour meurtre, a déclaré l'artiste. Elle le trouvait doux et vulnérable. Après lui avoir gagné un ours en peluche à la fête foraine, ils sont allés chez elle où il a fait le ménage puis regardé un film. La femme faisait partie des dizaines d'amis et de petites amies de Danny, qui disaient qu'il était tout simplement l'homme le plus doux que l'on puisse espérer rencontrer. Elles avaient simplement eu de la chance de ne pas avoir connu Gémeaux. Au tribunal, interrogé sur ses actes, il a déclaré « Le cercle de la folie est complet. Le 25 octobre 2006, il a mangé une queue de homard comme dernier repas et chanté des chants gospel pendant que ses veines recevaient un mélange mortel de drogue. Ces crimes ont inspiré la franchise cinématographique Scream Now. Regardez, les pires tueurs en série jamais attrapés, pour découvrir ces monstres en liberté, ou cliquez sur cette vidéo.